La séance est ouverte. Mes chers collègues, nous recevons ce matin Monsieur Arnaud Montebourg, ministre du Redressement productif, puis ministre de l'Économie, du Redressement productif et du Numérique entre mai 2012 et août 2014 dans les gouvernements dirigés successivement par messieurs Jean-Marc Ayrault et Manuel Valls. Monsieur le ministre, vous étiez aux affaires au moment de la discussion de la proposition de loi visant à redonner des perspectives à l'économie réelle et à l'emploi industriel, devenue la loi du 29 mars 2014 visant à reconquérir l'économie réelle, dite loi Florange. Plusieurs personnes auditionnées par la commission d'enquête ont évoqué les dispositions de cette loi, en particulier celles ayant trait au dispositif de recherche d'un repreneur en cas de projet de fermeture d'un établissement qui s'applique aux entreprises comptant au moins 1000 salariés et ont parfois appelé de leur vœu une évolution de ces dispositifs. Il a donc semblé utile que la Commission puisse vous entendre sur cette loi. Un questionnaire faisant état des principales interrogations du rapporteur vous a été adressé afin que vous puissiez préparer au mieux l'audition de ce jour. Monsieur le ministre, je vous remercie de prendre du temps pour répondre à notre sollicitation. Je vais vous passer dans un premier temps la parole pour un propos liminaire d'une dizaine de minutes, puis nous continuerons sur un moment de questions et de réponses. Auparavant, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes qui sont auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc, monsieur le ministre, à lever la main droite et à dire « je le jure ». Je vous remercie, vous avez la parole pour un propos liminaire d'une dizaine de minutes. Bien, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, vous m'invitez à évoquer peut-être les conditions dans lesquelles, c'est ce que j'ai compris dans votre questionnaire, et je vous en remercie, je vous remercie de sa clarté et de sa précision, les conditions dans lesquelles ce dispositif est né, puisque j'étais en charge à l'époque. Il a surgi après ce qu'on a appelé à l'époque la crise politique dite de Florange. Ce sont des événements politiques qui ont failli mettre par terre le gouvernement. Donc il faut dire les choses quand même comme elles doivent être racontées. À l'époque, j'étais en charge du ministère dit de l'Industrie, qui s'appelait le redressement productif. Le président de la République s'appelait M. François Hollande. Il avait, pendant la campagne électorale, c'est-à-dire en 2012, s'était rendu voir les salariés qui étaient en grève devant l'établissement dit de Florange, qui en fait est sur le territoire de Hayange, si mes souvenirs sont excellents. Et il avait, à l'époque, pris l'engagement que ces hauts fourneaux, qui étaient de la filière liquide d'ArcelorMittal, des établissements qui appartenaient à Arcelor, qui avaient fait l'objet d'une OPA par l'anglo-indien Mittal, et qui avait conduit à d'abord la fermeture successive dans toute l'Europe, au Luxembourg, en Belgique, je crois dans d'autres pays encore, et bien sûr en France, qui est le berceau historique du bassin minier du centre de l'Europe. Il avait donc engagé des processus de fermeture un peu partout, provoquant des réactions extrêmement vives de la part des personnels, des élus, des gouvernements, quels qu'ils soient, toute sensibilité d'ailleurs. Je me souviens que mon collègue de Belgique en avait par-dessus la tête des engagements non respectés par la famille Mittal qui avait pris le contrôle d'Arcelor. Et c'était devenu un problème politique majeur que d'avoir laissé l'acier européen entre les mains de gens qui n'avaient pas d'intérêt en Europe, en fait, et qui s'intéressaient d'abord à la rentabilité de leurs équipements miniers. Parce qu'en fait, c'est à la fois de l'approvisionnement
en fer et en charbon, puis de la transformation en acier sur une carte mondiale. Donc l'Europe, dans tout ça, était surdotée pour la famille Mittal, et c'était donc devenu très difficile de négocier, d'obtenir des résultats. Alors à l'époque, le président de la République s'était rendu voir les syndicats dans un meeting public qu'on a appelé la camionnette, parce qu'il était monté sur la camionnette et avait dit nous ne laisserons pas partir ce haut fourneau, puisque c'était le dernier de la Lorraine, hein, avec Pont-à-Mousson, donc les 2 derniers. Et donc, il y en a encore à Fos et à Dunkerque, et donc là, c'était la fin de la Lorraine, si on acceptait de fermer. Les syndicats pilotés par la CFDT, qui était M. Édouard Martin, avaient à l'époque demandé des engagements, et le candidat devenu président avait pris l'engagement de nationaliser le site. Très bien. J'arrive à Bercy, à l'industrie. Ma première visite, c'est celle des syndicalistes qui disent « Bon, bah alors, qu'est-ce que vous faites ? Vous nationalisez ou vous nationalisez pas ?» J'ai fait tout un travail. J'en ai fait la narration dans un livre que j'ai écrit pour mémoire, pour que nul ne l'ignore et n'en ignore, qui raconte cette histoire où j'ai mis en œuvre la promesse et l'engagement du candidat devenu président. Bon. Et évidemment, la question de la recherche d'un repreneur a été une première bataille, puisque Arcelor cherchait à supprimer des capacités, il était hors de question qu'il les laisse à un concurrent. Donc j'ai fait le tour du monde avec nos ambassadeurs pour chercher au Japon, en Russie, partout dans le monde, au Brésil, tous ceux qui voudraient reprendre Florange. À l'époque, j'en avais trouvé un qui était belge, enfin qui était franco-belge, c'était CMI, qui est une entreprise qui fait 1 milliard de chiffre d'affaires dans la défense et qui est dirigée par un Lorrain qui s'appelle M. Sorin et qui était d'ailleurs un enfant de Florange, puisque son père avait dirigé la Solac, l'ancienne usine à l'époque des Wendel, avant la première nationalisation à l'époque de Raymond Barre, je crois. Voilà, puisque ce site avait changé plusieurs fois de main, public, privé, et avait une histoire tourmentée, mais qui allait se répéter. Et donc, j'ai donc engagé tout le processus, à la fois juridique, politique, pour la nationalisation de ce site provisoire, de manière à permettre, puisque comme ArcelorMittal voulait fermer, ne voulait pas transmettre, il n'y avait pas d'autre solution que de contraindre par l'appropriation publique du site, ce qu'on avait conçu avec toute mon équipe, parce que sinon, eux, ils voulaient fermer. Ils ne voulaient pas que ça subsiste entre d'autres mains que les leurs. Donc leur stratégie était une stratégie destructrice de l'outil de travail, ce qui est inacceptable pour un État comme le nôtre. Il reste 4 hauts fourneaux en France, 5 hauts fourneaux, on ne va pas en laisser fermer un comme ça. C'était ça l'histoire. Et donc notre réaction était la réaction d'un gouvernement qui avait pris des engagements et qui allait les tenir. Donc tout le processus était engagé. On avait trouvé un repreneur qui allait, une fois la nationalisation opérée, reprendre le site pour l'exploiter, parce que l'État ne sait pas exploiter des hauts fourneaux. En tout cas, le ministère dont j'étais en charge ne prétendait pas le faire. En revanche, on avait des gens qui connaissaient parfaitement et qui avaient envie de travailler. Alors, la décision politique qui a été prise à l'époque par le président de la République et le Premier ministre a été finalement de ne pas nationaliser. Donc, ça a fermé. Et la conséquence... Alors, évidemment, là-dessus, il y a eu une bataille politique dont je vous fais grâce, et je n'en ferai pas la narration ici, parce qu'elle est, d'une certaine manière, sans intérêt pour vos travaux. Mais il y a eu, à un moment, une tension très forte où... Et la question a été posée de savoir si ça avait un sens de continuer finalement à dire des choses quand on est candidat et ne pas les faire quand on est élu. Vous voyez, ça fait partie de la morale de cette histoire. Donc évidemment, à l'époque, il fallait réparer cette espèce de lâcheté qui avait consisté à dire... ou en tout cas essayer d'en construire l'apparence.
c'est-à-dire on n'a pas respecté nos engagements, mais on va quand même faire quelque chose. Voilà. Donc qu'est-ce qu'est née la loi Florange? C'est une loi qui fait obligation, alors vous pouvez lire en filigrane dans les dispositions de la loi de l'époque. D'ailleurs, je n'avais pas voulu prêter mon nom à cette loi, parce que je n'étais pas d'accord. Donc ça a été fait par, je crois, un de mes collègues. C'est la majorité, c'est une proposition de loi dans la majorité. C'est la majorité qui s'était sentie un peu blessée par cette aventure, cette mésaventure. L'exécutif, n'ayant pas été au rendez-vous de sa propre histoire, a voulu réparer cette affaire. Donc c'est une loi proclamatoire. C'est une loi qui n'a pas eu beaucoup de conséquences, même si on aurait pu souhaiter qu'elle en eût. Et c'est une loi qu'on pourrait améliorer. Voilà ce que je peux vous dire sur le contexte de la naissance de cette loi. Quand vous lisez les dispositions, vous comprenez que c'est en effet, on s'est mis dans la tête, le législateur s'est mis dans la tête qu'il pourrait y avoir d'autres ArcelorMittal dans le futur et qu'il faudrait obliger ceux qui veulent fermer ou détruire des outils de travail, les obliger à les transmettre, ce qui atténuerait leur fièvre destructrice. Voilà. Et d'une certaine manière, je ne pense pas que cette loi ait été inutile. Elle a été conçue comme une proclamation, mais elle a eu quelques conséquences, parce que là, moi je l'ai pratiquée ensuite comme entrepreneur, je trouve qu'elle permet d'obliger le propriétaire d'un outil de travail dont il veut se débarrasser à y réfléchir à 2 fois avant de tout bazarder. Voilà. Et ça permet quand même de construire le débat avec les organisations syndicales, les élus. Donc c'est un élément de discussion nécessaire. Ceci dit, il n'y a pas eu beaucoup de conséquences parce que les salariés qui peuvent reprendre n'ont pas de moyens, donc on n'accède pas au capital. Je ne parle pas du capital de départ qui peut être donné, on peut même décider, comme c'est souvent le cas quand il y a des défaisances, sont ce qu'on appelle des deals négatifs, c'est-à-dire qu'en fait le propriétaire fait un chèque pour permettre aux suivants d'exploiter, mais les salariés ne peuvent pas engager leur propre vie, leurs propres économies sur un projet très aléatoire et très difficile. Donc il faut toujours du capital pour maintenir la course dans le capitalisme. Et c'est tout le problème de cette loi. C'est qu'une loi ne peut pas résoudre ce problème. Ça, c'est du cas par cas. Merci, Monsieur le Ministre, pour votre propos liminaire. Je note que vous avez un regret que certains engagements n'aient pas été tenus, mais malheureusement, c'est ce qui, je pense, abîme souvent la politique. Je crois que la politique gagnerait à tenir toujours ses engagements, même si parfois c'est difficile. Faire un petit propos un peu en aparté. J'entends beaucoup de personnes faire beaucoup de propositions. Je ne suis pas sûr qu'ils puissent les mettre en œuvre demain s'ils arriveraient aux responsabilités. Je ferme mon petit propos. Moi, j'avais 2 questions par rapport à votre propos liminaire et par rapport à la loi Florange. D'une part, aujourd'hui, le délai qui est alloué pour pouvoir trouver une entreprise repreneur reste relativement court. Pensez-vous plutôt qu'il serait nécessaire de pouvoir avoir un délai plus long? Deuxièmement, aujourd'hui, il est nécessaire de trouver un repreneur du même secteur d'activité. Ça va, ou du moins ça répond dans le cas d'une entreprise qui ferme pour faire des économies, alors même que le marché reste encore présent. Mais parfois, il y a un marché qui disparaît, qui se réduit. On peut penser à l'automobile aujourd'hui, qui est quand même en décroissance à l'échelle de la production des moteurs thermiques. Ne pensez-vous pas qu'il faudrait, à un moment donné, obliger une recherche beaucoup plus large que le secteur d'activité initial? Par exemple, dans le cas de Michelin à Cholet, aujourd'hui, c'est uniquement la loi Florange amène uniquement à chercher des entreprises du secteur du caoutchouc. Le caoutchouc est un peu en perte de vitesse aujourd'hui dans la production. Ne pensez-vous pas qu'on devrait dire une recherche de repreneurs, quel que soit le domaine d'activité, à la condition bien sûr que ce soit industriel? Donc voilà mes 2 questions, 1 sur le délai et 2 sur la typologie des entreprises ou du moins des repreneurs potentiels par rapport au secteur d'activité. Vous avez parfaitement raison de poser la question de toutes ces contraintes qui sont d'ailleurs sans intérêt. Pourquoi limiter la diversification et la vie des entreprises? Les délais, vous pouvez, sauf si l'entreprise n'a pas de cash, mais vous pouvez prolonger
parfaitement les délais. Vous pouvez même abaisser le seuil des 1000 salariés. Il y a beaucoup de choses à faire sur cette loi pour qu'elle soit un tout petit peu plus portante, un tout petit peu plus efficace. Voilà, et qu'elle ne soit pas seulement une sorte de placebo. C'est un peu comme ça que j'avais imaginé, enfin, j'avais voulu qualifier ce texte à l'époque. Donc j'approuve vos propositions, en effet. Je pense que ce serait utile. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur le rapporteur, je vous en prie. On ne peut pas se superposer. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Merci. Effectivement, on avait à cœur de vous entendre parce que dans les travaux de cette commission, nous remontons finalement le fil du temps. Nous avons eu Madame Pénicaud, nous avons eu Madame El Khomri. Nous essayons de comprendre les mécanismes qui nous ont amenés à la politique telle qu'elle est aujourd'hui, aux situations telles qu'elles sont aujourd'hui, et de voir quelles modifications nous pourrions apporter comme législateur ou recommander au gouvernement pour éviter des situations dont nous avons à connaître, comme celle d'ArcelorMittal dont nous auditionnerons la direction juste après cette audition. C'est pourquoi je me permets de revenir tout de même sur les débats que vous évoquiez à l'époque. D'abord, pour savoir quels arguments vous ont été opposés sur la nationalisation, quel type d'arguments ont été opposés pour finalement faire volte-face et refuser cette nationalisation dont vous avez décrit les contours. Il n'y avait aucun argument. Excusez-moi, je suis obligé de vous le dire, puisque je suis sous serment. Il n'y avait aucun argument. La nationalisation relève de la souveraineté des États. Il n'y a pas d'obstacle juridique vis-à-vis de l'Union européenne. Elle justifie une loi conformément à l'article 34 de la Constitution. Et en l'espèce, nous avions un débouché, parce que le vrai sujet, c'était qu'est-ce qu'on fait quand on a nationalisé ? Mais là, on avait un repreneur. Et j'ai réuni tous les fonds d'investissement de la place. Ah, mais c'était une réunion absolument extraordinaire. Et je leur ai dit, voilà, nous sommes en difficulté. Il y a un des grands hauts fourneaux de la Lorraine qui va disparaître, mais j'ai un repreneur qui considère qu'il y a un marché. Est-ce que vous êtes prêts à suivre le réinvestissement de ce dossier ? Donc vous aviez, vous aviez Euraseo, vous aviez Ardian, vous aviez la famille Wendel, etc. Donc je fais le tour de la table, est-ce que vous êtes présents ? Le premier qui prend la parole, et je veux lui rendre hommage aujourd'hui, parce que ce sera pour la première fois public, c'est M. Sayer, qui était le président du fonds d'investissement Euraseo, famille Decaux, qui dit « Écoutez, nous sommes des patriotes. Nous voyons que cet outil de travail, cet outil de production est en grande difficulté. Donc nous, on a envie de vous dire, Monsieur le ministre, nous vous suivons. » Ardian prend ensuite la parole et dit nous suivons parce que Euraseo est là. Et la famille Wendel prend la parole en disant écoutez, nous, ça nous fait plaisir parce qu'on nous a nationalisé il y a quelques années, donc on serait content de revenir. Donc nous avions un débouché industriel, un soutien financier privé, puisque l'argument du Premier ministre de l'époque, M. Ayrault, était de dire on n'a pas d'argent à mettre là-dedans. Je dis mais c'est pas nous qui allons mettre. Qu'on nationalise pour 1 euro, parce que ça vaut rien. Ça vaut rien puisqu'on le ferme. Donc ça vaut 0. Donc on peut nationaliser quelque chose qui vaut 0. Et même, ils vont nous donner, ArcelorMittal pourrait même nous faire le chèque de l'économie du plan social qui s'apprête à financer. Ça mettrait de l'argent dans l'entreprise. Il n'y a aucun argument, ni juridique, ni politique, ni économique, ni industriel, ni commercial. Voilà. Donc je n'ai pas d'autre explication que des problèmes de caractère personnel de la part de 2 personnes. Alors, je veux même parler des problèmes politiques. J'avais reçu le soutien sur ce projet-là, bien sûr de la majorité parlementaire, mais aussi de personnalités, de figures de l'opposition parlementaire. M. Jean-Louis Borloo, M. Henri Guénaud, qui était député, ancien collaborateur de M. Sarkozy, M. Thierry Breton, ancien ministre, qui avait subi, lui, l'OPA hostile, sans pouvoir réagir à l'époque, de Mittal sur Arcelor, qui avait apporté publiquement le soutien au projet de nationalisation. C'est-à-dire que nous avions un consensus politique. Je ne vous parle pas des 2 partis
aux confins de l'échiquier politique, comme on dit aujourd'hui. À l'époque, M. Mélenchon et Mme Le Pen, qui étaient évidemment d'accord. Donc tout le monde était d'accord, sauf deux personnes, le Premier ministre et le Président de la République. Allez leur poser la question. Parce que vous faites des commissions d'enquête, convoquez-les, ils sont obligés de déférer. Alors, le Premier ministre a invoqué une espèce d'astuce qui s'appelait ULCOS. Vous savez qu'il y avait un programme de l'Union européenne de décarbonation des hauts fourneaux. Il dit, moi, c'est pas grave, on va le fermer, puis on va en faire un réacteur, un haut fourneau expérimental pour ULCOS. Je me souviens que le secrétaire général adjoint de l'Élysée, qui s'appelait à l'époque M. Emmanuel Macron, avait dit ULCOS, c'est totalement bidon. Et en effet, donc, il n'y avait pas d'argument. Il n'y avait que j'ai peur, je ne veux pas, je ne peux pas, je ne sais pas. Donc demandez-leur, parce que c'est à eux d'en répondre. Moi, j'ai mis ma démission sur la table sur cette affaire. Et c'est les syndicalistes qui m'ont retenu. Ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas le président de la République qui m'a convaincu de rester. C'est Édouard Martin qui m'a dit on a encore besoin de vous pour faire la suite. Et c'est comme ça que je n'ai pas déposé ma démission. Donc, excusez-moi, il y a quand même eu un vrai problème, car on aurait encore aujourd'hui ces hauts fourneaux. Et nous aurions un autre acteur dans l'acier, qui n'est pas Arcelor. On est, comme l'a dit M. Jean-Claude Marcourt, mon honorable collègue ministre belge de l'industrie, avec qui nous travaillons tout le temps, avec Luxembourg, la Belgique, on travaille très bien dans les conseils européens. Jean-Claude Marcourt m'avait dit ce Mittal mène tous les gouvernements européens par le bout du nez. Louis Gallois, à l'époque, avait dit moi, je suis pour qu'on nationalise tout Arcelor, qu'on en finisse avec les Mittal et qu'on reprenne le contrôle. On pourrait le faire avec la Belgique, avec peut-être même avec les Italiens qui ont des problèmes sur l'acier. On pourrait faire une entreprise européenne à la place. Donc moi, je pense que le moment est venu. Ça suffit maintenant. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils sont en surcapacité par rapport à ce qu'ils ont à nous vendre venus d'ailleurs dans le reste du monde. Mais nous, on a besoin de nos capacités de production d'acier autonome et indépendant en Europe. Surtout avec la montée des droits de douane réciproques. Donc, moi, je pense que le Parlement, je l'ai dit devant une autre commission d'enquête, parce qu'il y a plein de commissions d'enquête, je suis tout le temps en commission d'enquête, je ne sais pas ce qui se passe, on ne fait plus de loi, alors on fait des commissions d'enquête, je vous en félicite, on devrait faire ça tout le temps. Je l'ai dit dans une autre commission d'enquête, je ne sais pas si c'est au Sénat ou ailleurs, je ne sais plus, oui, parce qu'il y a le Sénat et l'Assemblée nationale, les deux. Et donc, je leur ai dit, c'est le moment de nationaliser Arcelor. C'est le moment, là. Et comme ils veulent tout fermer, ça ne va pas valoir très cher. Et ils vont nous faire Dunkerque, et après ils vont nous faire Fos, vous verrez. Voilà. Merci. Vous nous incitez à auditionner un ancien président de la République et un ancien Premier ministre. Vous n'êtes pas le premier à nous faire cette suggestion. Il faudra qu'on en discute, monsieur le Président, évidemment, avec vous. Non, mais je me permets de réagir. Je pense que, si on est d'accord, monsieur le rapporteur, nous pouvons déjà prendre la décision dès maintenant de lancer les deux invitations. Avec plaisir. Ce sont des convocations. Selon l'ordonnance de 1959. Je l'entends, mais je serais très surpris qu'un de nos collègues actuels, encore présent dans les murs, n'accepte pas de venir à notre rencontre. Mais je dis invitation parce qu'on est devant tout le monde. Mais je vous remercie d'ailleurs d'avoir répondu à notre invitation, monsieur le ministre. Force est de constater que c'est parfois plus compliqué de trouver les adresses d'autres anciens ministres. Contrairement à la finance, ils ont quand même des adresses, monsieur le Président. Mais vous évoquez des arguments quasiment psychologiques. Nous ne sommes pas une commission d'enquête qui relève de ce niveau-là, donc je vais me concentrer effectivement sur le politique. Ce que vous nous dites est assez édifiant, sur la faiblesse, voire l'absence d'argumentaire opposé à cette nationalisation. Je reviendrai après sur ces débats-là parce qu'ils sont intéressants, notamment sur l'influence que vous évoquez de Mittal. Mais oui, pardon. Allez-y. Le micro. Parce que c'est un point intéressant. À l'époque, le président de la République avait un collaborateur qui suivait ces dossiers avec moi. Il s'appelait Emmanuel Macron.
qui m'a téléphoné la veille de la décision de non-nationalisation et m'a dit « on saute avec toi en parachute ». Donc c'est donc bien que les décisions qui ont été prises par deux hommes qui ont pris des décisions à l'insu de leurs propres collaborateurs. Voilà. Donc c'est un sujet politique au sens où vous avez deux personnes, alors qu'il y a un consensus national pour régler ce problème, enfin, et venger l'affront de l'OPA hostile d'Arcelor qui a été prise par Mittal, on réglait le problème. Donc, à l'époque, Louis Gallois avait dit il faut nationaliser tout Arcelor. Donc, vous voyez où on en était, Mittal. Vous voyez où on en était à l'époque. Bon, bah, si on l'avait fait, on en serait, je pense, on n'en serait plus là aujourd'hui. On serait beaucoup plus fort. Non, mais je vous en prie, c'est très intéressant et vous me permettez de passer de l'archéologie d'un certain nombre de décisions à l'actualité, puisque vous avez vous-même évoqué Emmanuel Macron à l'époque très proche conseiller du président Hollande, aujourd'hui président de la République. Vous nous informez qu'il a à ce moment-là, lui, soutenu de fait, dans sa fonction, la nationalisation. À la fois, comment expliquez-vous qu'aujourd'hui, il se refuse à envisager cette nationalisation? C'est une question multiple, mais comme ça, vous aurez le loisir d'y répondre complètement. Donc, comment expliquez-vous qu'aujourd'hui, il refuse cette nationalisation, qu'il refuse même de l'envisager ou même de l'agiter comme une perspective? Vous semble-t-elle, vous l'avez dit, mais ça vous permettra de le développer, vous semble-t-elle aujourd'hui pertinente, comme elle l'était à l'époque? Et pour revenir finalement au débat qu'il y avait à cette époque et qu'il y a aujourd'hui sur la nationalisation, est-ce qu'il vous semble qu'il y a une forme de tabou, de blocage idéologique quasiment culturel avec l'idée de nationalisation dans une grande part des dirigeants de notre pays? Alors, je commence par la fin. Oui, le mot nationalisation est un mot qui appartient au champ culturel de la gauche des années 80, qui a laissé des traces à la fois positives, puisque si on n'avait pas nationalisé en 1981, on aurait perdu déjà toute l'industrie, puisque ça a été un formidable outil de recapitalisation. De là à tout nationaliser, qui était quand même l'affaire du programme commun à l'époque, ça a produit quand même le Crédit Lyonnais. Et on en paye encore aujourd'hui les conséquences. Donc, c'est un outil qu'il faut utiliser avec doigté, tact, mesure et discernement. Mais quand vous avez un industriel et qui nargue à ce point la souveraineté des États, inflige des dégâts irrémédiables, parce que quand vous fermez un haut fourneau, vous ne le réouvrez pas, vous êtes obligé de prendre des décisions de prise de contrôle. Parce que vous perdez des outils de production stratégiques qui sont eux-mêmes cycliques, c'est-à-dire vous avez des bas de cycle, mais ça remonte. Donc la question, c'est d'avoir suffisamment de solidité financière pour passer les cycles et profiter des bons. Donc seuls des États associés, pour moi, européens, auraient intérêt à avoir une stratégie commune. Et à l'époque, je me souviens que mes collègues belges, on travaillait flamand ou wallon, on travaillait sur ces questions-là. Donc la crainte idéologique de la nationalisation, d'abord, est, je crois, une grave erreur. D'abord parce que tous les pays nationalisent. Obama a nationalisé l'industrie automobile pendant la crise. Ça n'a pas fait de lui un communiste avec le couteau entre les dents. Les Japonais ont nationalisé leur industrie de semi-conducteurs quand il le fallait. Les Indonésiens, tous les pays nationalisent. Je ne vous parle pas des Chinois où tout est nationalisé. Nos concurrents, ce sont des boîtes publiques. Dans tous les secteurs, dans tous les secteurs industriels majeurs, j'entends. Pas les vêtements, etc., le textile. Je vous parle des grosses boîtes chinoises, équipementières, industrielles. Ce sont des entreprises publiques. Donc, nous ne menons pas la course avec les moyens qu'il conviendrait. Donc, l'acier européen est menacé, il faut le défendre et le contrôler.
Voilà ma position personnelle. Maintenant, moi, je ne suis qu'un citoyen ordinaire. Je ne peux donner qu'un sentiment personnel maintenant. Voilà. Alors que dans la classe dirigeante social-démocrate, on tremble quand on doit prendre une décision forte, oui, bah, c'est la question de la lâcheté. Il y a un moment, on prend des engagements. Bon, ça, c'est la première chose. On doit les respecter. Mais surtout, je pense que la nationalisation est devenue, je crois, un outil de régulation comme un autre. Et d'usage assez fréquent entre les mains de gouvernements, quels qu'ils soient, quelles que soient les sensibilités. Merci. Pour ce que vous en connaissez, est-ce que vous considéreriez également que cette hypothèse d'une nationalisation, fût-elle temporaire, aurait pu s'appliquer à la situation de Vancorex? Nous avons aussi eu à connaître dans cette commission d'enquête sur un secteur là aussi essentiel et stratégique. Alors, je me suis rendu sur le site de Vancorex à la demande des élus que je connais et des syndicats. Pourquoi? Parce qu'il y a 10 ans, j'ai sauvé Vancorex déjà, quand j'étais, 12 ans maintenant, quand j'étais en charge. Donc on avait un historique de la compréhension de ce modèle économique, de la difficulté de fabriquer les produits chimiques, je crois le chlore, etc., dans de bonnes conditions, et une connaissance de la place dans la chaîne de valeur technique de la chimie de Vancorex. Alors, je pense que la question de la nationalisation, en l'espèce, se posait avec moins d'acuité que sur l'acier, parce que Vancorex il y avait d'autres solutions qui permettaient d'assurer la pérennité de cette usine importante de la chaîne de la chimie française et européenne, même si elle est attaquée par le dumping de produits concurrents chinois. Vous savez comment ça fonctionne. Les Chinois cassent les prix, vendent à perte. L'Union européenne, qui est la zone économique la plus ouverte du monde, ne dit rien, font fermer les outils de travail concurrents des leurs, puis les rachètent pour les brevets et prennent les parts de marché. Voilà. Bon, c'est exactement le scénario qui s'est produit sur à peu près tous les segments où les Chinois ont décidé d'attaquer. Donc nous avons des offensives tout à fait concertées et travaillées de la part de l'industrie chinoise, qui est donc le gouvernement chinois, mais il n'y a aucune réaction des autorités européennes et nationales à chaque fois. Bon. Donc ils cassent le prix du produit, ils détruisent l'outil de travail, ils se retrouvent en faillite, ils rachètent à la casse et ils prennent tout ce qu'ils peuvent de brevets pour continuer. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc nous sommes les idiots du village mondial. Voilà, ça c'est la vérité. C'est d'ailleurs une phrase que j'emprunte à l'instant à Hubert Védrine dans un rapport qu'il a rendu au président Sarkozy en 2008 sur la France et la mondialisation. Il n'y a rien à enlever à son rapport, ça fait déjà 15 ans qu'on en parle. On en parle, mais on ne fait rien. Eh bien, on voit les conséquences. Alors, sur Vancorex, d'abord, il y avait un plan alternatif à celui de la fermeture, qui a été étudié par l'actionnaire. Et il eût été possible, et ce plan d'ailleurs n'a pas été, je trouve, suffisamment... J'en ai dit un mot au ministre actuel, je suis allé le voir pour d'autres sujets, je lui ai dit, il faut que vous regardiez Vancorex, il n'est pas besoin d'avoir un repreneur pour ça. On pouvait le bâtir avec l'écosystème français. Quand on a sauvé Chem1, c'est une entreprise qu'on a sauvée, c'était un maillon de la chaîne chimique et technique très important, un peu comme Vancorex à l'époque. On a demandé à Arkema, Total, tout le monde de participer au sauvetage autour d'un opérateur industriel. L'opérateur industriel, on pouvait le trouver, il y a tout ce qu'il faut sur le territoire national, et il fallait obliger ceux qui quittaient le site et qui voulaient s'en défaire à mettre l'argent pour tenir 3 ou 4 ans, et il fallait amener tous les éléments de la filière à porter cet outil de travail. Nous pouvions le faire, mais ça supposait de tordre un peu le bras aux acteurs de la chimie française, Arkema notamment, c'est-à-dire un spin-off de Total. Donc ça, c'est ça qu'il fallait faire, je pense.
c'est mieux que la nationalisation, parce que nationalisation, on n'aurait pas su le faire. Enfin, je veux dire, on aurait isolé Vencorex de l'écosystème chimique. Or, il fallait au contraire rassembler toute la filière et la faire porter par la filière. Que ce soit leur responsabilité. Et ça, je l'ai fait dans Chemoine, on peut le faire. On travaille avec les dirigeants de la filière. Alors, la réponse du gouvernement était de dire ils ne veulent pas. Parfois, le travail du ministre, c'est de faire en sorte que le « ils ne veulent pas » se transforme en « ils veulent bien ». Voilà. Il faut trouver des voies et des moyens. Merci. Bon, j'aurai encore beaucoup de questions, mais je vais me contenter de 3 pour que nos collègues qui sont présentes ce matin puissent poser des questions pour le temps qui nous est imparti. Peut-être une première. Vous avez évoqué tout à l'heure les rachats négatifs. Nous avons eu à auditionner le fonds Mutares qui a, vous savez, racheté l'APER. Je voulais connaître votre sentiment, votre analyse sur ce type de fonds qu'on appelle dans le langage médiatique les fonds vautours, et notamment sur cette situation, si vous la connaissez, de l'APER. Mais est-ce que vous avez eu à connaître, vous, comme ministre, de situations de dérive, d'excès, et quelles seraient éventuellement vos préconisations pour mieux encadrer et surveiller ces fonds et leurs activités ? Alors, vous m'interrogez sur Mutares. J'ai une opinion tout à fait négative du comportement de ce fonds, d'ailleurs à capitaux allemands, qui a fait des dégâts considérables sur le territoire. Moi, je pense que le moment est venu qu'il y ait quelque part une sorte d'agence de notation des fonds d'investissement qui soit faite par, à l'instigation des pouvoirs publics, où les pouvoirs publics pourraient y participer, mais pas que. Les organisations syndicales ont des choses à dire. Les élus des territoires ont des choses à raconter. L'écosystème des PME, les organisations professionnelles, patronales ont des choses à dire. Mutares, la manière dont ils se sont comportés dans plusieurs dossiers, notamment l'APER, et justifierait qu'il soit interdit de reprise. En tout cas, moralement, name and shame, c'est-à-dire désigner et faire cesser. D'ailleurs, je pense que le problème en France, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de fonds de retournement. Pourquoi il n'y a pas suffisamment de fonds de retournement ? D'abord parce que la BPI elle-même, dans ses statuts, tels que nous l'avions conçu et créé, n'avait pas dans ses missions de faire le retournement elle-même, pour des raisons simples, parce qu'elle ne voulait pas être sous pression politique à devoir reprendre tous les canards boiteux. Ce qu'a toujours dit son président Nicolas Dufour, que j'estime beaucoup, c'est moi qui l'ai nommé, donc je ne peux pas dire qu'il a fait un mauvais parcours, même, et s'il en avait fait un mauvais, je le dirais quand même, mais franchement, là, il a fait un bon parcours. Et ce qui manque, c'est que la BPI et l'État, mais surtout la BPI, aient alimenté des fonds de retournement qui feraient le travail à sa place. Il n'y en a pas assez. Donc la conséquence, ce sont des fonds un peu prédateurs qui viennent faire leur shopping en France et qui ramassent à la barre tout ce qu'ils peuvent. D'ailleurs, regardez tous les gros dossiers, là. Quand il n'y a pas de repreneurs, donc de retourneurs, hein, devant les tribunaux de commerce, c'est les Chinois, les Américains, tous les pays à excédent qui viennent et qui font leur marché. Donc on a un énorme problème avec ça. Je crois que le moment est venu de mettre de l'argent dans les fonds de retournement pour qu'ils aient une attitude beaucoup plus respectueuse et des stratégies beaucoup plus respectueuses des territoires, des outils de travail et des êtres humains qui travaillent dans ces usines. Voilà. On peut le faire. On peut faire. Vous savez, on ne peut pas garder, et je voudrais dire un mot sur ce qu'est la gestion des plans de restructuration. Parce que nous, au redressement productif, à l'époque, on vivait une période assez similaire à celle-là. On avait créé les commissaires de redressement productif. Bon, en gros, quand vous avez une entreprise qui va mal, qui est en difficulté, elle est en perte de ressources, c'est-à-dire qu'elle fait moins de chiffre d'affaires, elle a des charges fixes trop fortes, donc il faut adapter l'outil de travail. Donc l'objectif, ce n'est pas de sauver tous les emplois, c'est de sauver l'outil de travail
pour qu'ils puissent retrouver une rentabilité, repartir et réembaucher. Et c'est arrivé. C'est arrivé dans beaucoup d'entreprises. Donc la stratégie qu'un gouvernement doit mettre, c'est sauver les outils de travail, pas les détruire. Donc déjà les donner à des gens qui ont pour objectif le moyen terme, pas le court terme et leur rentabilité à eux de leur investissement. Et le long terme, c'est encore mieux. C'est-à-dire que l'outil de travail sait qu'il a une période difficile à passer, on restructure, donc tout le monde prend sa perte, l'actionnaire prend sa perte, les banquiers perdent une partie de leur créance, l'État fait des abandons, et les salariés, les syndicats acceptent qu'une partie. Mais c'est une négociation où tout le monde participe à l'effort pour redresser l'entreprise. Et là, on y arrive. C'est ça que faisaient les commissaires de redressement productif sur toutes les PME. On en a fait 1600 à l'époque. J'ai gardé le bilan avec tout. On a les noms, etc. Et quand pour mon travail, quand je traverse quelques territoires, quelques régions, départements, souvent on me dit « Ah, vous avez fait ci, on vous remercie, ça, regardez comme elle va bien. » Ça. Il y en a qui sont repartis. Et pourquoi ? Parce que cette stratégie-là est la seule qui marche. Donc, c'est ça qu'il faut faire. C'est-à-dire que Vancorex, il faut faire la tortue romaine, diminuer l'outil de travail, mais le garder sous contrôle, et il se redéploie après. C'est ça qu'il faut faire. Et trouver les ressources pour que ça dure. Voilà. Ça, c'est la stratégie dans laquelle, je crois, un gouvernement devrait faire preuve d'activisme. Alors, ça suppose d'avoir des investisseurs pour faire ce travail-là, qui accompagnent ça. Donc, des ressources financières. Il n'y a pas, en France, de banque pour financer les entreprises en retournement. Donc c'est l'État qui fait la banque. Je rappelle que nous avons créé le Fonds de résistance économique qui était l'ancien FDES, qui fonctionne encore d'ailleurs, qui est utilisé par le gouvernement actuel. À l'époque, j'avais fait voter une ligne de 400 millions d'euros pour permettre le sauvetage d'un certain nombre d'entreprises. C'est-à-dire qu'on se prêtait à ces entreprises sous plan de retournement parce qu'il n'y a pas de fonds de retournement. Est-ce que ce serait quand même mieux qu'il y ait plutôt que des mutares qui viennent faire leur marché, qu'il y ait des fonds d'investissement dans le retournement et que l'État abonde, enfin l'État, la BPI, soit présente à leur capital. Ça, c'est ce qu'il faudrait leur demander. Ça fait partie des propositions que vous pourriez faire, par exemple. L'État joue son rôle en faisant la banque, mais enfin, c'est aux banques de faire leur travail. Elles vont prêter de l'argent, l'entreprise est en difficulté, elles peuvent reprêter. Ce n'est pas toujours le cas. Donc c'est l'État qui paye, qui prête. Tout ça normal ? Je voudrais rebondir sur votre propos. Si je comprends, vous souhaitez que l'État puisse abonder au travers d'une entité à définir un fonds... Oui, mais un fonds de retournement, d'un point de vue personnel, je suis toujours gêné sur le fait que l'État aille s'occuper de l'ensemble des dossiers. Ne pensez-vous pas que, par exemple, on pourrait mettre en place certains autres dispositifs pour permettre à d'autres structures de pouvoir faire ce type d'action ? Je vais aller plus loin dans mes propos. Aujourd'hui, on a un sujet sur le financement de nos retraites et aujourd'hui, on est sur un régime uniquement par répartition. Ne souhaitez-vous pas, par exemple, qu'on passe en partie par de la capitalisation et dont les sommes récoltées lors de la capitalisation pourraient être utilisées au travers de fonds qui pourraient avoir ce type de mission ? Alors, je vais vous répondre très clairement. D'abord, ce n'est pas l'État qui le ferait. L'État peut participer au tour de table de fonds d'investissement qui font du retournement, qui aujourd'hui cherchent de l'argent partout et qui ne trouvent pas. La BPI, elle fait le capital risque, le capital développement, les gros tickets, les moyens tickets, les petits tickets, mais elle ne fait pas le retournement. Pas assez. Donc il faut que la BPI, comme dans son activité qui consiste à être dans le tour de table de fonds d'investissement privés, sous gestion privée, donc ce n'est pas l'État qui va le faire, c'est mieux que ce soit le ministre et le Premier ministre qui signent des prêts aux entreprises en difficulté quand même. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Donc c'est exactement votre critique, vous voyez. Donc il faudrait qu'au contraire, on ait des fonds de retournement. Et la BPI serait avisée de participer à ça. C'est ça ma proposition. Deuxièmement, nous avons des fonds de pension en France. L'assurance vie, 2500 milliards.
Est-ce que vous avez une analyse ici, vous devriez l'avoir, permettrait d'éviter de parler du sexe des anges, mais de parler de ce qui existe et comment on l'améliore. Où va cet argent, les 2500 milliards? Intéressant. 95% de cet argent va dans l'immobilier. 4% dans les actions. Et ça, c'est l'épargne des Français, en gros, en général. Donc, dans les 2500 milliards, l'argent finance les États-Unis. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu un gouvernement qui a eu l'idée de demander aux encours de l'assurance vie, aux collecteurs, d'être obligés de financer du non-coté en France. Non-coté. Pas la bourse. Les PME, l'industrie, les territoires. Et non pas de le faire par l'État, mais sous injonction publique, de le faire sous forme de fonds d'investisseurs avisés privés. Alors, ils l'ont fait avec ce qu'on a appelé la mission Tibi, un polytechnicien qui a été recruté, qui s'appelle M. Philippe Tibi, dont l'objectif était de parler à l'oreille des financiers. C'est-à-dire, il faudrait que vous... Donc, c'était de l'incitation. Mais ça n'a pas fonctionné. Puisque aujourd'hui, on n'a pas de cash pour financer les start-up industrielles. Faites l'analyse de ce qui se passe avec France 2030. France 2030, très bon programme. Vous avez la proposition d'investissement sur fonds publics qui demande une contrepartie privée. Les contreparties privées sont absentes. Donc l'argent retourne à l'envoyeur. Et on ne finance pas nos start-up. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mobilisation de notre épargne des Français vers l'industrie française. Voilà. Il faut vous en occuper. Ça aussi, c'est une proposition. Mais ça fait 10 ans que je le dis. Donc peut-être qu'un jour, je vais finir par être entendu. Alors évidemment, on va se fâcher avec l'assurance vie. Mais ils ont une défiscalisation. Quelle est la contrepartie de cette défiscalisation? Aucune. Donc c'est les contribuables qui financent l'amélioration de la rentabilité des 7 années maintenues. Très bien, c'est un effort de la collectivité, c'est une dépense fiscale. Mais quelle est la contrepartie? Donc quand vous voyez tous ces gens qui sont chargés de faire de l'investissement pour le compte de ces assureurs, ils gèrent des milliards. Hein. Ils prennent des obligations à Singapour, en Allemagne. Voilà, c'est ça leur métier. La France, il n'y en a pas. Donc avant de commencer à dire qu'il faut faire de la capitalisation, on a notre capitalisation. Elle n'est pas utilisée. Voilà. Ma réponse. Merci, Monsieur le Président. Une toute dernière. Sur la question des aides publiques aux entreprises. Depuis le CICE, il y a un débat, dans le débat public se pose la question de la conditionnalité, du contrôle et du plafonnement éventuel des aides publiques, dont la Cour des comptes, à votre place, il y a quelques semaines, nous dit, pour résumer son propos sans le trahir, qu'on a à l'égard des aides publiques aux entreprises un contrôle bien moins exigeant qu'à l'égard d'autres dépenses aujourd'hui et leur usage pourrait être évidemment amélioré. On voit quotidiennement dans les plans de licenciement qui se font jour des entreprises qui ont fait des bénéfices, ont reçu des aides publiques et n'ont aucune obligation particulière de remboursement. Je voulais avoir votre avis sur ce débat qui a commencé d'ailleurs de façon très, très claire et très nette au moment du quinquennat de François Hollande, au moment du choix qui a été fait de la politique de l'offre que vous avez contesté, et de nous dire voilà quelles seraient aujourd'hui vos préconisations pour améliorer les choses finalement dans l'usage des aides publiques aux entreprises et peut-être pour aussi les réorienter, mieux les cibler qu'elles ne le sont aujourd'hui. Alors mon point de vue est que le mieux est l'ennemi du bien. D'abord, il n'est pas vrai qu'il n'y a pas de contrôle sur certaines aides publiques. Le CIR en est un exemple. Le CIR, c'est quelques milliards. Franchement, les contrôles fiscaux, les entrepreneurs en ont par-dessus la tête, en permanence. Donc il y a du contrôle ex post, a posteriori, mais il y a beaucoup de contrôle. D'ailleurs, qui prend un CIR est assuré d'avoir un contrôle fiscal. Bon, donc il faut quand même le savoir en France. Donc il y a du contrôle. Alors après, le CIR n'est pas l'alpha et l'oméga de l'aide publique. L'aide publique, c'est quoi? C'est l'État qui finalement subventionne. D'abord, tous les États concurrents
qu'on est en concurrence mondiale. Et l'exemple, c'est quand même la politique du président Biden avec l'IRA, 378 milliards, si ma mémoire est bonne. Ils ont fait des crédits d'impôt monstrueux sur le produit vendu. Hein, c'est-à-dire que vous produisez une éolienne, paf, on vous finance, vous avez droit à toucher une subvention directe. Voilà. Sur le produit, c'est un guichet ouvert. Là, c'est que du guichet. Hein. Bon, les Chinois, n'en parlons même pas, puisque ce sont nos concurrents sur les grands biens d'équipement et les grandes entreprises, hein, il faut le dire. Donc, nous, on a des aides publiques sur la création. Moi, personnellement, je propose qu'on change la structuration de l'aide publique. Je préférerais qu'on investisse dans les entreprises plutôt qu'on les subventionne. L'État doit être un partenaire, un investisseur beaucoup plus présent. Et ça serait, d'une certaine manière, une manière d'être associé au risque. Parce que quand vous subventionnez, il dit « Ah oui, mais c'est pas bien, vous n'avez pas fait ci, vous n'avez pas fait ça. » Mais l'entreprise, elle a une vie, elle a des moments difficiles. Et qu'elle ait touché une aide publique ou pas, si elle tombe en redressement judiciaire parce qu'elle est en difficulté, vous ne pourrez rien faire. Donc la proposition que moi je ferais, c'est que l'État soit associé au risque. C'est mieux, c'est plus intéressant. Par exemple, moi j'ai proposé à un moment que le PGE, c'est quand même 120 milliards, hein, qui est une aide. Ce sont des prêts aux entreprises qui avaient des difficultés pendant le Covid. Il en reste 18 milliards à rembourser. Là, aujourd'hui, l'État fait du recouvrement à travers les banques. Donc, en fait, il envoie les entreprises au tapis. Puisqu'en fait, on ne peut pas rembourser en 5 ans. Quand vous avez pris 25% de chiffre d'affaires, vous faites 5% de marge. Donc, 5% divisé par 5 ans, multiplié par 5 ans, ça fait 25. Donc, en vérité, vous ne pouvez pas rembourser. Voilà. Sauf celles qui avaient déjà du cash, qui en avaient moins besoin. Mais celles qui en avaient besoin, elles sont dans le rouge. Donc, elles vont où ? Elles vont au tribunal de commerce. Et donc, les PGE sont une machine à tuer les entreprises, là, en ce moment. Donc, moi, j'ai appelé le ministre de l'économie, M. Lombard, j'ai dit, il faut maintenant étaler sur 10 ans. Les États-Unis ont proposé des PGE, l'équivalent, sur 30 ans. Donc, c'est des quasi-fonds propres. C'est comme si l'État laissait une créance de 30 ans dans l'entreprise. Donc, c'est un renforcement des fonds propres, ce sont des quasi-fonds propres. Donc, ça change tout. Bon, nous, on fait du recouvrement, on envoie nos entreprises au tapis. Il faut le faire quand même. Alors, le ministre m'a répondu, très gentiment, très sensible. Il dit, il faut que je retourne à Bruxelles. Ben, j'ai dit, bah oui, nous, on a ça. On a le problème de la bureaucratie. Enfin, Bruxelles, nous, nos entreprises, il y a le feu partout. Il y a le feu partout. Donc, vous voyez, les aides, elles peuvent être létales même. Ça, c'est une aide destructrice aujourd'hui. Bon, donc, moi, je crois qu'il faut que l'État change sa méthode de travail et qu'il soit présent aux côtés des entreprises en fonds propres. C'est mieux que toutes ces subventions avec des jurys, des appels d'offres, des appels à manifestation de ceci, de cela. C'est infernal. D'ailleurs, il faudrait que dans chaque département, il y ait un fonds qui vienne soutenir toutes les PME. Tout l'argent qu'on a mis dans je ne sais quoi d'ailleurs, 85 milliards dans le bouclier énergétique, cet argent-là, si on l'investissait, on serait richissime. Tellement la France a des projets qui ne sont pas financés aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de banque, il n'y a pas de fonds, il n'y a pas de fonds propres, il n'y a pas d'argent qui s'investit dans les entreprises. Si on l'avait fait, je vous assure qu'on serait très fort. Voilà. Donc il faut changer ça et il faut imaginer une autre méthode d'utilisation de l'argent public que je te donne, donc tu me dois des comptes. Ça ne marche pas. Parce que beaucoup d'entrepreneurs, et j'en suis un, franchement, on s'en fiche des aides. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que est-ce que ça va fonctionner, est-ce que ça va marcher, et comment on va faire tenir tout ça et mener à bon port l'entreprise. Donc les contrôles, ça ne servira à rien. Vous dissuaderez, finalement, ce sont des aides qui ne fonctionneront pas. Personne n'en voudra, en fait. Donc autant amener l'État sur une autre attitude, qui est celle de la participation au risque. Et il faut l'assumer politiquement. Voilà.
Je vois qu'il y a plusieurs mains qui se sont levées. Madame Mercier, je vous en prie. Madame Roy, peut-être aussi, vous voulez prendre la parole, et Madame Catala aussi. Peut-être Madame Roy, enfin Madame Mercier, Madame Roy et Madame Catala après, dans un dernier temps. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. Monsieur le Ministre, merci pour ces, non pas révélations, puisqu'on connaissait un peu tout ce que vous venez de nous dire, mais ce recul 12 ans après de ce qu'aurait pu être une vraie politique industrielle de la France et ce que c'est devenu aujourd'hui. Sur la question d'Arcelor, moi j'ai une question un peu d'inquiétude aussi concernant la recherche, puisque si vous vous souvenez bien, en 2014 avait été négocié en échange de la fermeture des hauts fourneaux qui finalement se sont faits, le fait de créer un centre de recherche hyper performant sur la question des aciers très fins que faisait Arcelor, et qui était d'ailleurs le seul à le faire avec une compétitivité très très importante. Ce centre de recherche, aujourd'hui, il y a 700 chercheurs qui sont à Mézières-les-Messes. Il bénéficie évidemment des aides publiques, sauf que les brevets aujourd'hui sont déposés au Luxembourg et servent à l'ensemble des usines de Mittal. Est-ce que là, il n'y a pas une incohérence quand même française et européenne aussi sur la question des brevets et de la recherche qui finalement finit par nous échapper, que l'on finance énormément, puisqu'on a toute la partie formation initiale de nos chercheurs qui souvent sont formés dans nos universités ou nos écoles françaises, qui ensuite, dont les brevets ensuite partent un peu partout dans le monde sans qu'on puisse à un moment donné pouvoir avoir la main dessus alors qu'on les finance largement. Donc ça, c'est ma première inquiétude. Je voulais avoir votre sentiment par rapport à ça. Je voulais aussi vous questionner sur la question des territoires, du rôle des territoires dans les questions de reprise. On a vu avec l'exemple de Vancorex qu'on avait un territoire très mobilisé. On avait des maires, des présidents de communes, des élus très mobilisés qui avaient trouvé une solution pour Vancorex, auquel il manquait simplement quelques jours pour pouvoir déposer un dossier et qui répondait à ce que vous avez dit, c'est-à-dire porté par l'écosystème du territoire. Et on a souvent tendance à trop demander à l'État au niveau national et pas assez. Il y a une espèce d'impuissance finalement des territoires et des élus locaux et des entreprises locales ou de l'écosystème local pour pouvoir proposer des solutions. Et je trouve que c'est quand même un axe d'amélioration que l'on peut peut-être, et j'aurais besoin de votre avis, que l'on peut peut-être aussi travailler. Et puis, dernière question, vous avez parlé de la BPI. Effectivement, moi je suis assez sensible, je siège à la commission de surveillance de la CDC. Et je suis assez sensible au fait que la BPI fait des investissements, certes, mais ce sont des investissements qui sont surtout des investissements de développement et qui ne sont pas des investissements dits de retournement ou de redressement, qu'elle n'investit pas justement dans ces entreprises en difficulté qui permettraient à un moment donné de leur donner la chance de pouvoir repartir. Et ça, c'est un sujet aussi extrêmement important. Voilà. Monsieur le ministre, je vous en prie. Alors, sur l'affaire des brevets, oui, quand une entreprise est soutenue à travers du CIR, ce sont ses brevets. Donc, soit on prend le contrôle de Arcelor une bonne fois pour toutes, et pour moi, c'est un projet européen à mener, à construire. C'est pas interdit d'imaginer que ce soit possible. Hein. Vous savez, il suffit d'envoyer, de commencer à regarder tous les pays européens, même l'Allemagne, alors qu'ils ont une industrie de l'acier extraordinaire. Hein, même la Suisse, ils ont des problèmes avec leur acier. Donc il y a un moment, il va peut-être falloir quand même se parler les uns les autres. Et on est au moins 3 ou 4 avec les Italiens à avoir des problèmes avec Arcelor. Donc à un moment, il va peut-être falloir qu'on décide d'agir ensemble. Donc ça, la question du contrôle d'Arcelor, si vous ne contrôlez pas Arcelor, vous donnez du CIR à des entreprises qui en font ce qu'elles doivent en faire, puisque c'est une aide, une dépense fiscale, c'est une défiscalisation pour les efforts de recherche qui sont une des raisons pour lesquelles nous avons un très bon taux de maintien sur le territoire de laboratoires de recherche. Mais parfois, ça ne suffit pas. Sur les territoires, les régions n'ont pas de gros moyens pour investir dans des grandes entreprises. Donc ça relève évidemment de la décision étatique. Néanmoins, on pourrait imaginer qu'il y ait dans chaque département, je ne parle même pas de région, des fonds d'investissement comme il en existe
dans certaines des régions qui ont avancé là-dessus, qui permettent de renforcer les fonds propres de toutes les entreprises du territoire. Ça pourrait être une politique, même nationale, à imaginer, à négocier avec les régions et les départements. Ça, c'est un travail, parce que c'est, je crois, l'avenir de l'intervention publique que d'imaginer une présence au capital des entreprises. Ça existe dans tous les grands pays industriels. Hein. Voilà. Elle peut être temporaire, elle peut être de long terme, elle peut être de court terme, mais c'est une méthode, je crois, qu'il faut maintenant, sur laquelle il faut se mettre au travail. Pardonnez-moi, votre troisième question, Madame la députée, c'était rafraîchi. Ah oui, BPI. Ah oui, alors le fonds de retournement de BPI, retournement, c'est un art difficile. C'est-à-dire que quand vous avez 10 dossiers, vous pouvez être sûr que vous aurez 3 crashs, parce que ça ne marche pas. Bon, donc c'est de l'argent risqué. C'est une des raisons pour lesquelles la BPI n'a jamais voulu être en première ligne sur ce sujet. Néanmoins, elle pourrait participer à des fonds dont c'est le métier. Et j'en connais. Sur la place de Paris, ils n'ont pas assez d'argent pour prendre des gros dossiers, avancer. Et donc, vous avez donc ce phénomène où finalement, ce sont les étrangers qui font leur marché dans les tribunaux de commerce. Donc ça, c'est une urgence nationale qu'on ait des outils de retournement à notre main. Donc la BPI doit participer à un tour de table qui ne sera pas la seule, pour répondre à la remarque tout à l'heure de Monsieur le Président, mais elle doit être présente. Madame la députée Roy, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, merci pour la clarté de vos explications. Elles étaient tellement claires que vous avez déjà répondu à 2 de mes questions. Et je vais vous en poser une que je pensais poser plus tard, mais compte tenu de ce que vous avez dit, il me semble que votre avis peut être important. ArcelorMittal, le 15 mai dernier, a annoncé un engagement dans la décarbonation de ses sites industriels en France pour 1,2 milliard d'euros, en précisant travailler à ce sujet en étroite collaboration avec le gouvernement. Ça, on est bien d'accord. Le Trésor, Madame Constance Maréchal de Reux, que nous avons entendue ici, nous a elle-même annoncé 850 millions d'euros pour soutenir cet investissement d'1,2 milliard de décarbonation. Alors moi, je vais vous poser une question idiote. Il y a à peu près 50% du capital d'ArcelorMittal qui appartient à la famille Mittal, je vais dire, et assimilé. Il y aurait donc une promesse de Mittal de payer 1,2 milliard d'euros, sur laquelle nos impôts vont rembourser 850 millions, une paille. Qu'est-ce qui va les empêcher après de continuer à faire annoncer des plans sociaux de licenciement, éventuellement continuer à fermer? En vrai, si je comprends bien, ArcelorMittal n'a strictement aucun intérêt à maintenir ses sites de production en France, puisque de toute façon, les sites français ne font que de lui faire de la concurrence. C'est probablement aussi la raison pour laquelle votre première nationalisation n'avait pas marché. Est-ce que ce n'est pas le moment maintenant d'agir fermement dans le sens que vous-même recommandez, c'est-à-dire remettre la France au sens du débat sur la sidérurgie, enfin au sens du débat, au centre de la production? Madame la députée, il faut couper votre micro. Qu'est-ce qui empêche Mittal de partir après que l'État lui aura fait un chèque de 800 millions, c'est ça? 850 millions. Rien. Rien. D'abord, il dit la décarbonation, c'est pas ma politique, c'est la vôtre, donc vous la payez. Si vous voulez que je décarbone, faites-le. Mais moi, je vais en Chine et on décarbone pas. Ou je vais ailleurs et... Donc lui, il raisonne planétaire. Il ne raisonne pas Europe et encore moins France. C'est tout. Donc ça, c'est des désaccords qui sont, j'allais dire, ontologiques, dans l'essence même. Donc vous n'aurez rien de Mittal. Alors vous pouvez faire signer un engagement à Mittal de rembourser l'argent quand il s'en va. Mais enfin, il devait dépolluer les usines qu'il a fermées
Il y a un cadavre à Laudun-l'Ardoise d'une ancienne usine d'Arcelor, et c'est toujours là, et ça c'est pour les contribuables. Donc si vous voulez, ils vont continuer à nous mener par le bout du nez. Je cite Jean-Claude Marcourt, ministre belge de l'Industrie il y a 10 ans. Eh bien, ils vont continuer et vous n'y pourrez rien. Voilà. Donc, il y a un moment, pour moi, le moment maintenant est venu de régler cette affaire. Et pas le faire seul, il faut le faire avec les autres pays européens. Et vous trouverez une oreille attentive, parce que Arcelor est un cynique connu des services de police gouvernementale. Merci, Madame la députée Catala. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre Montebourg, pour vos différentes réponses. Je voulais revenir sur l'implication d'Emmanuel Macron. On sait qu'Emmanuel Macron a été secrétaire général de l'Élysée avant de vous remplacer, malheureusement, au ministère de l'Économie. Et il me semble un petit peu léger que vous ayez eu un seul coup de fil avec lui quand on sait le rôle qu'il a tenu dans le quinquennat Hollande lorsqu'il était à l'Élysée. Est-ce que vous aviez eu d'autres échanges auparavant sur la nationalisation, ou est-ce que c'est le seul coup de téléphone que vous auriez pu avoir avec lui? Ensuite, pour revenir sur les aides publiques, j'avais lu dans Disclose qu'entre 2013 et 2023, ArcelorMittal a perçu plus de 292 millions d'aides publiques. Est-ce que vous vous souvenez des montants qui avaient été perçus en 2013 et en 2014, lorsque vous étiez ministre du redressement productif, puis ministre de l'économie? Est-ce que vous vous souvenez du coût de la nationalisation pour Florange à l'époque? Et moi, je m'étonne également de ce qui a pu se passer au Parlement à cette époque, puisqu'il est vrai que les socialistes avaient une majorité absolue à l'Assemblée nationale, ils avaient aussi une majorité au Sénat. Vous nous dites que certains parlementaires socialistes vous soutenaient dans votre démarche. Comment se fait-il qu'aucun parlementaire n'ait déposé une proposition de loi pour l'inscrire à l'ordre du jour, soit dans le cadre de la semaine réservée à l'Assemblée, soit dans ce qu'on appelle toujours des niches parlementaires, y compris celle de l'opposition? Parce qu'aujourd'hui, on voit que des députés socialistes qui sont encore là aujourd'hui et qui étaient déjà là sous le quinquennat Hollande vont être co-signataires d'une proposition de loi pour placer sous tutelle les hauts fourneaux d'Arcelor qui risquent de fermer. Mais à l'époque, ce sont les mêmes députés qui n'ont rien déposé. Quelles étaient donc à l'époque les discussions que vous aviez entre votre ministère et votre majorité parlementaire, et pourquoi passer par une initiative parlementaire n'a pas abouti pour la nationalisation? Merci beaucoup. Alors, les questions relatives à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, au début, était opposé à la nationalisation, personnellement, dans les réunions. Et puis, j'ai fait le travail de conviction. Est-ce que c'est lui que j'ai convaincu? Moi, je parlais à l'employé du président de la République. Moi, je ne voulais pas connaître l'opinion personnelle de M. Macron. Je la connaissais auparavant. Dans une autre affaire, qui est la question Alstom, General Electric, il était franchement favorable à la cession. Mais c'est François Hollande qui a décidé de vendre aux Américains. C'était lui le boss, le patron. C'est pas Macron à l'époque. Il faut quand même le rappeler. Donc, c'est une responsabilité. Pour moi, quand je parle au secrétaire général de l'Élysée, je parle au président de la République parce qu'on travaille. Donc, le travail a été fait. Et au moment où on arrive à l'arbitrage, la réponse est on y va. Et le lendemain, on n'y va plus. Ça, moi, je ne suis pas. Et les discussions ont été lentes, difficiles. Mais on a progressé. On est arrivé à un point où le dossier était prêt, était mûr. Et on avait construit le consensus politique. Quand je dis consensus politique, le président du Sénat, qui était socialiste à l'époque, le président du groupe, tout ça, tous ces gens avaient donné leur accord et s'étaient exprimés publiquement. En faveur, beaucoup de mes collègues du gouvernement à l'époque étaient favorables à la nationalisation. Elle l'avait dit, M. Sapin, beaucoup d'autres. Bon. Alors pourquoi le groupe n'a pas déposé de proposition de loi? Ils ont déposé cette proposition de loi Florange. Ils ont fait ce choix-là. C'était pas le mien. Bon,
partir de là, les décisions qui ont été prises à l'époque par les uns et les autres, moi je ne suis pas dans le... On avait des relations avec la majorité qui étaient des relations de contrôle, un peu comme celles que vous exercez aujourd'hui, de contrôle, pas de coopération, de contrôle. Donc ils nous contrôlaient et parce qu'il fallait répondre à leurs demandes, ce qu'on faisait bien volontiers et amicalement, mais je n'ai pas, à l'époque, eu souvenir que le président du groupe ait eu l'idée d'aller contre la décision du président de la République et du Premier ministre. Donc moi, j'ai perdu mon arbitrage ministériel dans le collège gouvernemental, et dans la Ve République, il n'y a pas de rattrapage au Parlement. Ça n'existe pas, hein. Quand vous avez perdu un arbitrage ministériel, vous n'allez pas voir le Parlement, et vos copains de la majorité vont dire « Bon, bah, j'ai perdu face au président, donc maintenant, vous allez lui infliger la défaite que je n'ai pas réussi à lui infliger. » Vous voyez, ça ne marche pas. Donc voilà, vous avez la réponse. C'est une réponse institutionnelle et non pas humaine. Madame Catala, si vous voulez être entendue, il faut appuyer sur le bouton. Oui, pardon, excusez-moi, sur ma question sur les aides publiques en 2013-2014. Je n'ai pas le souvenir de ces montants. Je pourrais faire rechercher. Je répondrai volontiers à cette question, mais je ne me souviens pas du tout de ça. Est-ce qu'il y a eu des aides publiques sur le centre Mézières? Certainement. C'était la conséquence de la non-nationalisation. Le coût de la nationalisation, c'était 1 euro. C'est ce que je vous dis. Ça ne valait rien puisqu'ils le vendaient, ils le fermaient. Donc quand on ferme quelque chose, ça ne vaut rien. Donc c'est 1 euro. C'était pas cher. Il nous reste 5 minutes. Je ne sais pas si Madame la députée Mercier ou Madame la députée Catala avait une question que vous n'avez pas osé poser au vu du temps qui était alloué. C'est bon. Même peut-être Monsieur le rapporteur, non, c'est bon. Mais merci, Monsieur le ministre. Je crois que vos réponses ont été extrêmement claires et je vous en remercie. Je vous informe également que vous pouvez adresser, si vous le souhaitez, au rapporteur tout document, tout élément que vous jugerez utile pour les travaux de la commission. Un grand merci à vous pour l'ensemble de vos interventions.